Effectivement, on a vu fleurir dans le monde médiatique et associatif de nombreuses associations comme Oxfam, Médecins du Monde, etc., qui ne sont pas régies qui font de la politique et qui ne sont pas régies par les mêmes règles que les partis politiques. Un parti politique, eh ben, il peut avoir un don à hauteur maximum de 7 500 euros. Il doit publier ses comptes sont épluchés, vérifiés, etc. Alors qu'une association, bah, elle n'est pas obligée, elle n'est pas dans l'obligation de publier ses comptes. Et elle peut recevoir aussi des dons qui sont complètement déplafonnés. Un particulier peut donner 500 000 euros, 1 million, voire plus à une association parce qu'il veut servir une cause. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur ce sujet? Eh bien, moi, vous savez, je suis journaliste depuis maintenant 2 ans. Je suis un jeune journaliste de 22 ans. Et j'ai toujours été étonné de voir que des idées ont réussi à s'imprégner dans tous les pans de la société en l'espace d'une quarantaine d'années. Alors même si elles sont le résultat des batailles électorales qui ont été menées, ces idées ont quand même réussi à imprégner eh bien, la justice, des institutions politiques, des associations, le champ médiatique aussi. Et donc on s'est dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est forcément une histoire d'argent. Et donc, avec Emmanuel Reichberg, mon co-auteur, on allait regarder ça, on allait éplucher des dizaines de comptes d'associations et d'entreprises pour comprendre réellement le fonctionnement et les canaux de diffusion de ces idées progressistes. D'accord. Et pourquoi avoir décidé d'axer votre recherche autour de l'utilisation de l'argent public? Eh bien, à l'heure où on a une dette de 3 000 milliards d'euros, où un Français sur deux est à 10 euros près lorsqu'il va faire ses courses, et où un Français sur trois saute un repas par jour par manque de moyens, eh bien on s'est dit le contribuable doit savoir où va son argent. Et j'étais très étonné de voir que l'argent était utilisé souvent pour une idéologie qui n'est pas celle que partage la majorité des contribuables. Il n'y a qu'à voir les derniers sondages d'opinion pour comprendre qu'en fait l'idéologie progressiste n'est pas partagée par l'ensemble des contribuables, en tout cas pas par la majorité. Vous chiffrez dans votre livre le coût des associations idéologisées à 7,8 milliards d'euros, un chiffre titanesque. Les données ont-elles été difficiles à obtenir? 7,8 milliards d'euros, c'est ce que coûte le progressisme, les idées progressistes en tout cas, pour le contribuable. On a trouvé 2 canaux de financement. Le premier, c'est effectivement sur des associations, des groupes de pression qui font un travail de lobbyiste. Donc dedans, il y a les syndicats et toutes les associations qui sont financées à hauteur de 1,5 milliard d'euros par l'État. Donc c'est de l'argent public. Ensuite, il y a un deuxième canal de diffusion qu'on appelle, qui est celui en fait, des institutions qui ont été dévoyées de leur mission première. Alors celui-là, on parle du Haut Conseil à l'égalité dans le livre, on parle aussi de la DILCRA, de France Télévisions. France Télévisions, c'est 2,5 milliards de dotations par an. Et tout ça, en fait, toutes ces institutions, ce sont des mastodontes de l'État. Et nous, on a chiffré cela à 6,3 milliards. Donc l'ensemble fait 7,8 milliards. Et concernant les associations, effectivement, on s'est rendu compte que les villes, les collectivités territoriales, et les villes de plus de 30 000 habitants leur allouent en moyenne par an 1 milliard d'euros. Et des subventions d'1 milliard d'euros. Et en fait, ces associations-là, si je vous prends l'exemple d'une troupe de théâtre, disons une troupe de théâtre à Lyon, qui veut monter vous savez, la grande œuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, eh bien, elle va devoir, si elle veut une subvention, respecter certains critères, certaines normes de diversité, d'inclusion, etc. Et nous, on ne pense pas que ce soit le rôle de ces troupes de théâtre de s'obliger à en fait, répondre à ces critères pour avoir des subventions. Quelle a été votre méthode de travail en quelque sorte? Eh bien, notre méthode de travail, on allait définir plusieurs acteurs. Vous savez, dans le champ médiatique, on entend beaucoup parler de certains acteurs, notamment Ramayad, notamment Traoré, le collectif Traoré, notamment France Terre d'Asile, SOS Racisme, Médecins du Monde, Oxfam, etc. On a regardé, à chaque association, on a regardé ses comptes. On a épluché des comptes de dizaines d'entreprises, d'associations et de collectivités territoriales
Donc ça a été un travail titanesque. Et ces informations elles sont publiques, en tout cas en grande majorité. Et ce qui a rendu ce travail inédit, c'est effectivement d'en faire un bouquin, parce que personne ne l'avait jamais fait. En tout cas, nous, on est très fiers de l'avoir fait. Vous en parliez à l'instant, vous estimez que plus d'1 milliard de ces fonds proviennent uniquement des villes de plus de 30 000 habitants. Quel est, de façon générale, le rôle des collectivités dans le subventionnement de ces associations ? Eh ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 1,5 milliard qui va aux associations et 1 milliard vient directement des collectivités territoriales. Je ne suis pas sûr que... en tout cas, c'est effectivement le rôle des collectivités de faire en sorte qu'il y ait des associations dans leur commune, dans leur territoire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le fait qu'elles l'idéologisent, je ne suis pas sûr que ce soit une priorité. Quels problèmes éthiques et politiques sont soulevés par ces subventions ? Bah, le problème politique déjà, eh ben, c'est qu'en fait le contribuable finance des idées qui ne sont pas les siennes. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et alors le problème éthique, c'est que effectivement, bah, moi je suis peut-être opposé à certaines idées. Cette idéologie progressiste, eh ben, elle veut l'affaissement des frontières, l'extension plus grande aux droits des minorités LGBT notamment. Elle veut réécrire l'histoire, elle veut censurer certaines œuvres. Et moi, je pense que c'est un problème éthique. Vous expliquez que certaines associations dites apolitiques reçoivent des milliards, mais qu'elles diffusent leur idéologie via ce que vous appelez des thématiques diverses. Notre société n'est-elle pas pourtant dotée de moyens de contrôle des subventions ? Eh bien, ces moyens de contrôle ont sauté et, pour servir une idéologie. Par exemple, on explique que les associations et les partis politiques ne sont pas régis par les mêmes règles. Une association, elle peut recevoir des dons incalculables. Un particulier peut donner 1 million d'euros à une asso, alors qu'un parti politique, c'est 7 500 euros maximum de dons. Effectivement, on a vu fleurir dans le monde médiatique et associatif de nombreuses associations comme Oxfam, Médecins du Monde, etc., qui ne sont pas régies qui font de la politique et qui ne sont pas régies par les mêmes règles que les partis politiques. Un parti politique, eh ben, il peut avoir un don à hauteur maximum de 7 500 euros. Il doit publier ses comptes sont épluchés, vérifiés, etc. Alors qu'une association, elle n'est pas obligée, elle n'est pas dans l'obligation de publier ses comptes. Et elle peut recevoir aussi des dons qui sont complètement déplafonnés. Un particulier peut donner 500 000 euros, 1 million, voire plus à une association parce qu'il veut servir une cause. Les associations aussi bénéficient de la défiscalisation des dons. Vous parlez entre autres du rôle des médias subventionnés dans la propagation d'idéologies. Pouvez-vous développer cette idée ? Alors effectivement, il y a des médias qui ont fait de cette propagation de certaines idées, d'idéologies, leur maître mot. C'est le cas de France Télévisions. France Télévisions, à sa tête, c'est Delphine Ernotte. Delphine Ernotte, c'est une militante politique en réalité. Si je peux vous donner 3 exemples là-dessus, très concrets. En 2021, elle a refusé la diffusion d'un reportage sur Jeanne d'Arc sur France 3 parce que Charles Dornelas, qui était journaliste à Valeurs Actuelles, il prêtait sa voix. C'est elle aussi qui disait à son arrivée il y a trop d'hommes blancs à la télévision, de plus de 50 ans à la télévision, et qu'il fallait que ça change. Puis après, pour reprendre aussi Radio France, c'est 500 millions de dotations par an. Eh bien, Adèle Van Rees, la patronne de France Inter, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, disait dans le Figaro que France Inter était une radio progressiste et qu'elle en était fière. Eh bien, dans les médias, donc, il y a incontestablement, et on le voit à longueur d'émissions de télévision, il y a incontestablement un biais idéologique. Alors que c'est censé être un mastodonte de l'État au service des contribuables. Concrètement, comment ce financement se déroule-t-il ? Eh bien, ce financement, alors, si on prend l'exemple des entreprises, les entreprises, elles doivent respecter des règles qu'on appelle les règles RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc cette norme, elle est un peu floue, c'est la norme ISO 26000, et ça donne lieu à énormément de choses. Par exemple, en 2019, l'Incorrect, le journal dans lequel je travaille,
publié un numéro sur l'immigration qui s'appelait Sauver des vies, rentrez chez vous. On avait essayé de faire une campagne d'affichage et Mediakios avait refusé. Vous savez, c'est une filiale de JC Deco, cette grande boîte, et JC Deco, par peur de perdre cette RSE, cette responsabilité sociétale des entreprises, en tout cas avoir une mauvaise note là-dessus, avait refusé d'afficher, de faire cette campagne d'affichage. Et l'année d'après, donc en 2020, JC Deco s'était félicité d'avoir une note triple A par une agence américaine, justement, sur cette fameuse RSE. Dans votre livre, vous n'incriminez pas uniquement les associations, vous dénoncez la folie qui se serait emparée de plusieurs corps étatiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bien sûr. Je crois que l'exemple assez bon, c'est France Télévisions. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a aussi le Haut Conseil à l'égalité, la DILCRA, etc. Et plein d'autres mastodontes. Et nous, on a fait un travail qui était assez intéressant sur les fonctionnaires. Vous savez, sur les fonctionnaires, on allait regarder le rapport annuel 2022 sur l'état de la fonction publique. Et bien, fin 2022, il y avait 5,6 millions de fonctionnaires, et ce qui représente un emploi sur 5 en France, donc ce qui est énorme. 35% des fonctionnaires sont de catégorie A. La catégorie A, c'est ceux qui sont Bac plus 5. Et parmi ces 35%, il y en a 2,2 qui sont A+. Alors les A+, sont les polytechniciens, les énarques, etc. Donc ce sont les grands chefs. Et puis les catégories B, c'est 20%, les catégories C, 45%. Donc en fait, on s'est rendu compte que la tête était hypertrophiée. Ces catégories A représentent 2 millions de petits chefs, du coup on les appelle les petits chefs, et les A+, sont les 121 000 grands chefs. Et ces petits chefs, leur travail consiste, pour la plupart, à modifier des règlements. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on allait regarder le livre du conseiller d'État Éoche Duval, où il compte le nombre de mots qu'il y a dans les normes étatiques françaises. Donc les normes étatiques françaises, c'est les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés réglementaires, etc. Et il y a 44,1 millions de mots là-dedans. C'est 650 fois plus que dans mon livre, Le vrai coût du progressisme. Donc c'est énorme. Et il me semble qu'un État qui fonctionne correctement n'a pas besoin d'autant de gens payés à, en fait, simplement mettre des mots dans des arrêtés, réglementations, etc. Vous l'avez brièvement évoqué, mais subventionner les associations doit-il être une priorité de l'État au moment, comme vous le disiez, où les finances de la France sont extrêmement dégradées et où les services publics vont à volo ? Effectivement, je ne pense pas que ce soit une priorité pour l'État. Et l'exemple qui est le plus typique, c'est France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, c'est devenu un magnifique lobby, en fait, grâce à de l'argent public. En fait, c'est le discret navire amiral du mouvement immigrationniste en France. Et entre 2015 et 2020, elle a reçu près d'un demi-milliard d'euros par l'État. Parce qu'en fait, l'État lui a confié une mission de service public sur la gestion de l'arrivée des réfugiés et sur l'accueil des réfugiés. Je pense que c'est une défaillance de l'État de l'avoir fait. Et maintenant, l'État se retrouve à la botte et à la merci de France Terre d'Asile, puisque France Terre d'Asile, pour assouvir encore plus son pouvoir et son travail de lobbyiste, en fait, fait des procès à l'État à peu près tous les 2 mois. Ce qui est considérable, puisque France Terre d'Asile, c'est énormément de conseillers d'État qui l'aident à faire cela. Elle a compris qu'en fait, elle pouvait bouger le cadre légal via des jurisprudences. Quelles réformes mener concrètement pour une réelle transparence des subventions versées aux associations et aussi un meilleur contrôle ? Je pense que pour qu'il y ait un meilleur contrôle et qu'on arrête de subventionner des associations qui sont complètement idéologisées, déjà on peut supprimer les normes RSE dans les entreprises. On peut supprimer beaucoup de fonctionnaires qui ne servent à rien, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut essayer de faire en sorte qu'en fait, on mette moins de critères et de normes à respecter pour gagner des subventions. On peut aussi essayer de rendre public les
ces subventions-là, parce qu'elles ne le sont pas toutes pour les associations qui ne sont pas obligées de déclarer leurs comptes. Et donc voilà. Pour finir, pouvez-vous citer un ou des exemples de gabegie afin d'illustrer vos propos? Il y a forcément la fraude sociale. C'est le travail remarquable de Charles Prats dessus. Et vous savez, on en a reparlé pendant la réforme des retraites. On a un problème démographique. Pour que le système s'équilibre, il faut des cotisants. Il y a 200 000 avortements par an en France. Il y a plus de 300 000 entrées légales en France, sans compter les clandestins. Et donc ce sont des ayants droit qui sont déjà présents sur le sol. Et donc en fait, ce qui fait que le système ne s'équilibre pas. Je pense que c'est un bon exemple, ça illustre parfaitement le rapport entre des idées progressistes et la situation économique du pays. Bien, autre exemple de la gabégie de l'État, on a mis en place un espèce de machin d'État, comme dirait De Gaulle, qui s'appelle la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et en fait, comme les ministres sont suroccupés à faire des tâches, ils n'avaient pas le temps de voir si ce qu'ils faisaient respectait les droits de l'homme, etc. Et donc on a créé cette commission, elle est composée de 64 membres, donc il faut bien évidemment rémunérer, et qui s'occupe de faire des rapports sur la pluralité des opinions, des représentations, etc. Et rien que l'année dernière, en 2023, Matignon a mis 1 million d'euros dedans, 1 million d'euros par an, en voilà une gabégie pour un espèce de machin d'État qui ne sert à rien. Merci beaucoup Vendry de Guerpel pour cet échange très instructif. Je rappelle pour nos spectateurs qui souhaiteraient en savoir plus qu'ils peuvent se procurer votre ouvrage Le vrai coût du progressisme dans toutes les librairies et que, chez Contribuables Associés, nous dénonçons également tous les jours les gaspillages de l'État, notamment dans notre journal Tous Contribuables, disponible en commande sur notre site. Eh bien, merci à vous.